Comment renforcer la sécurité d'un site? Alors, depuis, la crise sanitaire, les directeurs sécurité ont mis vraiment en avant le contrôle d'accès et la vidéosurveillance au premier plan de leurs priorités. Ils avaient d'autres chantiers, mais celui-là est vraiment devenu leur préoccupation, essentielle. C'est le résultat d'un sondage, que nous avons fait, donc le journal En toute sécurité, depuis, 2000 enfin en 2021-2022. C'est bien, le signe, que les directeurs sécurité ont sans cesse à l'esprit la nécessité de renforcer donc la sécurité. On va voir comment. Alors pour cela, j'ai fait appel à plusieurs, responsables sécurité et à différents experts. Ils sont 6 normalement, c'est pour ça que je reviens là. Donc, j'appelle, Nicolas Bonnet, qui est chez lui d'ailleurs, puisqu'il est le responsable sécurité de la SAFIM, donc du parc Chano, qui nous accueille aujourd'hui pour ce salon. Installez-vous. J'appelle Alexandre Fous, s'il est là, je sais pas. Ah ben oui, oui, pardon. Il est là, donc c'est le vice-président de Génération Sécurité qui recouvre, qui rassemble des jeunes cadres de la sécurité. Nicolas Glézal, qui est directeur général de Surtis, qui est un grand cabinet de conseil en sécurité. Pierre Grard, qui est président de IES, qui, comme son nom l'indique, veut dire, c'est un peu long, Institut européen d'études en sûreté sécurité pour les entreprises. C'est un think tank, mais vous vous dites un do tank, c'est-à-dire avec une action, un rôle actif. J'appelle aussi Florence Hasbrook, qui est experte sécurité à l'Olympique de Marseille, qui est donc pas très loin, elle aussi. Et puis enfin, Michael Van Glas, qui est responsable produit chez la société Steed et qui est aussi secrétaire général de SPAC, attention, tombez pas, qui est une alliance qui réunit une quarantaine d'entreprises de sécurité high-tech pour les accompagner. Alors, Florence Hasbrook, je vous passe la parole. Quel est l'état des lieux chez vous, la sécurité de votre site? Quelles sont vos préoccupations? Bonjour. Alors moi je vais vous parler uniquement, on a plusieurs sites, on en a trois, puisqu'on a Oui, le centre d'entraînement Robert Louis Dreyfus, le Orange Vélodrome et le WEM Campus pour les petits bouts. Moi je travaille essentiellement sur l'Orange Vélodrome et essentiellement et même que sur la partie événementielle, donc sécurité événementielle. Je ne fais pas de sécurité de site proprement dit, pardon. Pour autant, je travaille sur la sécurisation de l'Orange Vélodrome quand on accueille du public, puisqu'on accueille des grands événements tous les 15 jours, voire 2 fois par semaine. On est à 65 000 personnes avec des vrais sujets, puisque l'Orange Vélodrome ne nous appartient pas, n'appartient pas à l'Olympique de Marseille. Le site appartient à la ville de Marseille. Donc en fait, on n'y fait pas ce qu'on veut, on ne fait pas les travaux qu'on veut. On a une périmétrie qui est un peu faible, on le sait, donc on essaie d'avancer là-dessus. Mais notre vrai sujet à nous, c'est que l'Orange Vélodrome ne nous appartient pas, donc on ne fait pas les travaux qu'on veut faire. oui. Alors ça nécessite un peu de diplomatie, au contraire un peu de poigne. Et ça nécessite surtout de mettre en place, moi je mets en place beaucoup de dispositifs qui sont temporaires. Oui, C'est-à-dire qu'en fait, on récupère le stade en mode événementiel le matin du match. Donc le matin du match, on va mettre plein de choses en place. Une périmétrie qui s'éloigne en fait du site. On prend ce qu'on appelle une périmétrie éloignée. Mais en fait, je travaille essentiellement en périmétrie avec des barrières et des hommes. Donc techniquement, j'ai pas grand-chose. oui. Merci. Alors Nicolas Bonnet, vous êtes le voisin là, enfin voisin du l'Orange Vélodrome. Quelles sont vos préoccupations? Là, vous êtes chez vous, là. Tout à fait. Donc, on est à peu près dans la même situation que Florence. Alors, comme vous l'avez signalé, c'est vrai qu'en termes de sûreté, on part toujours sur les fondamentaux. Donc, c'est le contrôle de la périmétrie, la vidéosurveillance, qui sont toujours des outils qui sont nécessaires et qui constituent la base pour assurer un minimum de vision de sûreté du site. Euh, Ensuite, moi, je rajouterais deux éléments. Le premier, c'est surtout la compétence humaine qu'il y a derrière, parce que quelle que soit la technologie qu'on peut mettre en place sur un site, c'est toujours l'humain qui peut biaiser cette technologie ou l'humain qui peut l'étudier à bon escient
intervenir et passer les bonnes informations au bon moment. Le deuxième aspect sur la sûreté, c'est qu'on aura toujours des gens qui seront imaginatifs et qui arriveront à détourner des systèmes ou inventer des stratégies d'intrusion qui sont différentes. Donc c'est se préparer au maximum, se préparer d'un côté avec l'appui des acteurs locaux. Donc, ça fait l'objet de nombreuses réunions encore cet après-midi avec Florence Hasbrook. On a une réunion conjointe à la préfecture pour préparer un exercice attentat. Donc, se préparer à ce niveau-là, c'est important. Et l'appui des acteurs extérieurs est très important au niveau de la sécurité publique. C'est un gros atout. Plus on connaît le site, plus on a l'habitude de travailler ensemble, plus les agents sont préparés, plus on est armé face à ce type de situation. Alors, Nicolas Glézal, je vous passe la parole. Vous avez un profil assez différent puisque vous êtes le directeur général d'un des plus grands cabinets de conseil en sûreté en France. Vous travaillez pour des grands groupes qu'on peut citer peut-être, le ministère de la Justice, la Tour Eiffel, des sièges sociaux. Alors, quels sont les enjeux de ces grandes structures qui ont des multisites aussi en général? Enfin, pas la Tour Eiffel, mais bon. La Tour Eiffel, il n'y a qu'un site. Mais en fait, moi, ce que j'avais envie de partager avec vous ce matin, c'était plutôt, c'est la problématique à laquelle sont confrontés tous les responsables sécurité, sûreté, les directions générales aussi de sociétés, de petites comme de grands organismes. C'est la problématique budgétaire. D'accord, c'est le leitmotiv, on ne peut pas faire, ça coûte cher, on ne peut pas faire, on n'est pas chez nous, etc. etc. Et cette problématique-là, aujourd'hui, elle grève beaucoup de projets, elle grève des problématiques aussi de renouvellement du matériel, des systèmes de sûreté. Et puis elle grève ce qui peut devenir aussi des failles en matière de systèmes d'information et donc de cybersécurité. Elle va gréver toutes les problématiques de maintenance, d'accord. Et ce que l'on voit, nous on le voit de partout, hein, sur les clients qu'on peut avoir. Voilà, il faut faire, mais on n'a pas beaucoup de sous, etc. Et je trouve que la démarche de cybersécurité, elle est intéressante pour attaquer cette problématique un petit peu différemment. D'accord ? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'un système de vidéosurveillance, un système de contrôle d'accès, c'est un système d'information. D'accord ? Un système d'information, moi j'ai 2 RSSI qui me l'ont dit, ce sont les grands oubliés des RSSI. D'accord ? Ils ne sont pas traités par eux. Souvent oubliés, laissés de côté, séparés, etc. Et cette démarche-là, d'attaquer cette problématique de système d'information, et puis ces 2 systèmes d'information, pardon, les systèmes de vidéosurveillance et les systèmes de contrôle d'accès, il faut aussi dire que ce sont des données personnelles qui sont protégées. Donc cette problématique-là, il faut la regarder du point de vue du RGPD. C'est-à-dire qu'on a un devoir, on est une obligation même de protéger ces systèmes d'information, ne serait-ce que du point de vue du RGPD. Et donc, quand on aborde cette démarche comme ça, d'accord, il y a des questions qui, de mon point de vue, ne doivent plus faire l'objet de débats budgétaires. Prendre un SMA sur un système de vidéosurveillance ou un système de contrôle d'accès, c'est-à-dire payer aux fabricants l'actualisation du logiciel, d'accord. Souvent, c'est souvent oublié. Combien de fois on va sur des sites, vous avez le système d'il y a 6 ans, il n'a pas bougé, etc., etc. Alors, du point de vue de la fonctionnalité, ça peut être gênant, mais du point de vue de la sécurité, parce que ces systèmes d'information, ces logiciels, d'accord, ils ont des patchs aussi de sécurité, et là, c'est important. Donc, vraiment, je pense qu'aujourd'hui, il faut regarder cette démarche-là pour les directeurs de sécurité, pour les responsables sécurité sur les sites. Cette problématique budgétaire, il faut vraiment l'aborder du point de vue d'un système d'information, du point de vue de la sécurisation des données, et ça devrait, de mon point de vue, même pour les fabricants, hein, je veux dire, il y en a dans la salle, on est dans un salon où il y a des gens qui essayent de vendre un certain nombre de produits. Je pense que ça permettra vraiment de faire évoluer cette problématique et d'éviter de se retrouver avec des failles et des failles de sécurité. Bon, après j'ai des exemples, mais je vais laisser la parole à Pierre Grard, par exemple, puisque son club rassemble
des directeurs sécurité notamment. Et justement, est-ce que vous sentez cette problématique budgétaire dans les préoccupations des directeurs sécurité? Est-ce qu'ils se heurtent justement à ce type de problème, plus ou moins qu'avant? Yes. Yes, we do. Alors, au sein de Yes, on considère que la sûreté-sécurité de l'entreprise, et j'emploie volontairement les deux termes, la sûreté-sécurité, et dans cet ordre-là, c'est volontaire. La sûreté-sécurité des entreprises est une richesse et non pas une dépense. Une entreprise qui est en sûreté, une entreprise qui est en sécurité, est une entreprise qui a moins d'accidentologie du travail, moins de risques globaux, moins d'actes de malveillance. Les collaborateurs sont au travail en sérénité et donc plus efficaces. Tout ça, c'est de la rentabilité finale pour le chef de l'entreprise. Donc la sûreté-sécurité de l'entreprise, c'est une richesse. C'est à partir de là que l'on va commencer à raisonner sur les moyens à mettre en œuvre. Alors ces moyens à mettre en œuvre, puisque le thème c'est quelle méthode pour renforcer la sécurité d'un site, repose d'abord sur une profonde analyse des risques. Chaque entreprise est complètement différente l'une de l'autre. Les risques sont donc différents, même si la méthodologie d'analyse est la même. Et derrière, les solutions doivent être adaptées, certes, aux risques, mais à la nature même de l'entreprise. Sur l'Orange Vélodrome, les solutions ne sont pas les mêmes que chez une entreprise industrielle de la région. Donc, il est évident que la réponse technologique est une réponse qui doit être adaptée non seulement à la nature même du site, mais aussi à sa productivité. Elle produit quoi? Entre une industrie et une banque, on ne produit pas la même chose et on n'a pas les mêmes risques. Donc on n'a pas la même solution à adopter. Et tout doit être réfléchi dans ce sens. C'est le rôle du directeur sûreté-sécurité de l'entreprise. Ce rôle essentiel au sein des entreprises qui est ce garant de la richesse même de l'entreprise. Nicolas, lorsque ici sur le site de la SAFIM, que j'en profite pour remercier pour l'excellent salon qui est organisé régulièrement, votre mission, elle est à la fois d'accueillir du public, parce que c'est la raison même du lieu, mais c'est aussi d'assurer à ce public toute la sûreté-sécurité requise. Sûreté, parce qu'on va s'y sentir effectivement en sûreté et donc serein. La sérénité, c'est un mot qu'on oublie beaucoup. La sérénité quand on vient sur un site. On sait qu'on ne va pas être agressé parce que l'ambiance même fait qu'on va être en sûreté. Pareil à l'Orange Vélodrome. Et puis la sécurité, parce que la partie sécurité incendie est essentielle dans un établissement comme ici. Et donc tout cela, c'est une conjoncture globale. Et effectivement, pour nous, au sein de Yes, cette richesse de l'investissement que représente la sûreté-sécurité est un élément essentiel du développement de l'entreprise. Merci Pierre. Michael, je vous passe la parole. Là. Vous pensez qu'il faut d'abord bien prendre conscience des menaces. C'était un peu le thème de la table ronde d'avant. D'ailleurs, vous allez peut-être un peu rebondir sur ce qui s'est dit. Et vous pensez que la priorité, c'est la lutte contre les attaques hybrides. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ça? Alors, oui, exactement. Donc, on a vu, ça fait écho à la thématique d'hier, qui était plutôt ciblée sur la sécurité. Donc, on voit la cybersécurité, pardon. Oui, oui. Donc, on voit qu'il y a déjà une augmentation des menaces de cybersécurité, il y a une augmentation également des menaces de sécurité. Donc, je parle bien entendu de sécurité physique. Et en fait, ces deux notions, elles commencent à être beaucoup plus liées, notamment justement avec la diversification du type de menaces.
et notamment les attaques menaces et attaques hybrides. C'est ce qu'on appelle attaque hybride, qui lie un peu ces deux notions, justement. Merci. Vous pouvez nous donner par exemple des exemples? Alors, oui, alors, bon, déjà, attaque hybride, pour vraiment préciser ce que c'est déjà d'introduire physiquement un bâtiment pour ensuite venir cibler beaucoup plus facilement le système informatique. Donc l'attaquant, lui, va là où c'est le plus facile d'aller, forcément. Donc si on a un système informatique qui est déjà extrêmement bien protégé, on va essayer d'aller voir au niveau de la porte, hein, si elle est ouverte ou pas. Donc il y a vraiment cette partie liée physique et la partie cyber. Après, il y a plein d'exemples, hein. Il y a énormément de types d'attaques hybrides différentes. Il y a par exemple la fameuse attaque à la clé USB, hein, qui n'est pas nouvelle. C'est le fait de laisser une clé USB sur un parking. On va miser sur la curiosité naturelle de l'humain. On va miser dessus. On va attendre qu'un employé ramasse cette clé et une clé avec un malware et l'introduise directement dans le bâtiment et l'introduise au niveau du système informatique. Et là, c'est fini. Donc là, c'est la partie clé USB. Il y a sinon effectivement essayer de jouer sur la partie sécurité humaine. Donc on va soudoyer un vigile ou essayer d'y aller au bluff, hein. Ça se fait bizarrement assez facilement. Enfin bizarrement non même. Oui, voilà. Donc ça, c'est un type, hein, d'attaque hybride, donc de passer les barrières humaines pour rentrer dans un bâtiment et ensuite attaquer facilement le système informatique. Et ensuite, il y a toute la partie attaque hybride plutôt liée à la technologie. Donc là, on va venir, par exemple, s'attaquer à la vidéosurveillance, un système de vidéosurveillance branché sur un réseau IP non sécurisé. C'est assez facile de se brancher dessus et on a accès facilement après à toute la partie IT. Il y a la partie contrôle d'accès, un contrôle d'accès qui est non sécurisé. On pourrait substituer justement ce lecteur pour ensuite récupérer les secrets, donc c'est les clés, hein, de cryptographie à l'intérieur, et rejouer des données et des droits d'accès. Et il y a également les badges. Alors aujourd'hui, 70% du parc de badges possède une technologie obsolète et facilement craquable. Donc là, par exemple, avec un petit cloneur, ça c'est un cloneur qu'on achète assez facilement sur Internet. 70% du parc badge en France, on peut facilement le cloner, craquer les badges et rejouer des badges. Donc ça, c'est ce type de menace. C'est de l'intrusion physique, hein, mais en vue d'aller faire une attaque cyber. Voilà ce qu'est une attaque hybride et des exemples concrets d'attaque hybride. Merci Alexandre Fous. Vous représentez ce qui était avant le club des jeunes cadres en sécurité, qui est devenu Génération Sécurité. Est-ce que justement vous essayez d'insuffler un coup de jeune à cette profession de la sécurité qui est déjà tenue par des gens tout à fait dynamiques? Je ne pense pas qu'il y ait besoin d'un coup de jeune. C'est personnel, parce que le savoir-faire est quelque chose qui se prend avec l'expérience, hein, et qu'on peut se raconter ce qu'on veut. Malheureusement, c'est une vision assez empirique, hein, comme métier. C'est ce que je répète, je suis plus si jeune que ça, hein, finalement. Hein. C'est ce que je dis. Il y a aujourd'hui des jeunes ingénieurs qui travaillent avec moi sur les systèmes embarqués ou autres, qui peuvent être objectivement des très grandes brutes dans la casse d'un certain nombre de systèmes, notamment le contrôle d'accès, mais pour autant ça ne fait pas d'eux des praticiens, des sachants de la sûreté. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut quand même remettre en perspective. Maintenant, sur ce coup de jeune que vous pourriez appeler, s'il y a un message que nous on peut aujourd'hui en tout cas faire passer, encore une fois, qui est une vision empirique, c'est celle de croire à ce que disait d'abord tout à l'heure Pierre, c'est que le premier sujet, c'est qu'on va avoir toujours la problématique du budget. Ça, on peut être jeune, on peut être moins jeune, ça ne changera rien. Et il y a plusieurs manières de le traiter. Le deuxième point, c'est la notion également de est-ce que la sûreté sert à quelque chose. Et quand on revient sur cette problématique-là, c'est la même problématique que les RH ou que la DSI. C'est pas parce qu'on est une fonction support qu'on n'est pas essentiel. Et on a une tendance aujourd'hui à penser que fonction support n'est pas essentielle et qu'essentiel n'est pas fonction support. Donc ça, c'est le deuxième axe. Sur l'acte budgétaire, si on essaye maintenant de réfléchir de manière pratico-pratique à ce que ça veut dire, je dirais que d'un point de vue de protection des sites, c'est le désilotage.
Un DAF, ça comprend forcément la logique budgétaire. Quand on lui parle CAPEX et OPEX, la manière de lui expliciter finalement la manière dont nous on peut travailler le risque opérationnel et comment lui ça peut aller dans son sens, ça ne peut se faire qu'à travers ce désilotage. Et ce que j'entends par le désilotage, c'est pas forcément du process, mais c'est également de l'utilisation des capteurs. C'est qu'aujourd'hui, entre les technologies déployées, les technologies nouvelles, on a quand même un écosystème assez fourni aujourd'hui. La question n'est pas de comment j'intègre, la question c'est est-ce que je l'intègre à bon escient ? Est-ce que j'arrive à optimiser ? Quand on parle sur la logique de l'optimisation, on reste toujours en silo. Si vous prenez une majorité des sites aujourd'hui, les réseaux bâtimentaires par exemple, vous avez des systèmes d'information, donc des sous-systèmes de sûreté, qui vont être pesés à moitié sur de l'OT, donc la partie bâtimentaire dite, on va dire, hard, qui est celle de ce qui permet d'exploiter le site, hein, les énergies, la climatisation, la partie électrique et autres. Et de l'autre côté, une fois sur deux, vous avez une autre partie qui est innervée d'un point de vue de sûreté par un système d'information bureautique. Autant dire que la fiabilité du système, la scalabilité du système et la certitude que concrètement, ce qu'on a acheté, la puissance finalement de calcul, d'intelligence artificielle d'un certain nombre d'équipements, ou la capacité à se dire qu'à l'état de l'art, on a quelque chose qui fonctionne, est quand même assez faible. Donc là, ça veut dire que maintenant, comment on peut réfléchir sur ce sujet-là ? Le sujet de fond, c'est cette manière de désiloter passe aussi par la prise en responsabilité des RSSI de systèmes qui aujourd'hui ne font pas partie de leur spectre finalement de responsabilité. Pour plusieurs raisons. Un, parce que ça ne les intéresse pas, parce que c'est petit. C'est que concrètement, par rapport au SI usuel des entreprises, la partie bâtimentaire est finalement assez sous-cotée, que finalement on se dit que c'est un métier de courant fort et de courant faible, qu'après tout c'est plutôt une question d'électricité que de cybersécurité. Et le deuxième axe, c'est aussi le fait qu'un certain nombre de directions, dans leur manière de finalement réfléchir la sûreté des sites aujourd'hui, ont une tendance à, encore une fois, avoir chacun son périmètre de responsabilité. Quand on réintervient finalement sur ce spectre de capteurs, c'est cette capacité à dire que finalement une caméra de surveillance, après tout, c'est qu'un œil. C'est un capteur. On peut lui faire dire plusieurs choses. Ça peut autant traiter de la sécurité au sens des personnes sur du comptage, que d'identifier finalement un scénario d'attaque, mais qu'également, ça peut, très clairement, ça peut uniquement servir à faire du comptage intelligent et faire payer quelqu'un à la cantine. Une fois qu'on a dit ça, c'est-à-dire que le champ des possibles est assez important. Donc ça, c'est à mon sens l'axe prioritaire à la fois d'un point de vue d'amélioration de la sûreté, au sens global des sites, mais c'est également une manière assez innovante de pouvoir disrupter finalement un secteur qui ne devrait pas avoir à le faire, qui est celui de l'exploitation des sites. La sûreté étant finalement qu'un organe parmi d'autres, sauf que c'est un organe qui ne peut plus réfléchir de manière complètement autonome, qui a sa part de fonctionnement autonome certes, mais qui s'inscrit dans un tout un peu plus existant. Et aujourd'hui, j'ai tendance à croire que l'approche, ou en tout cas intellectuelle, du smart building ou du smart site est la réflexion dans laquelle il faut aller aujourd'hui pour réfléchir la protection des sites. Merci. Florence Hasbrook, là, moi j'ai une solution pour vous, ce que je vous suggère. Est-ce que une des solutions, c'est pas de faire appel à un audit extérieur qui va objectivement dire, bah là il y a une faille, là ça va très bien, etc. On l'a déjà fait. On le fait régulièrement, en fait. On le fait régulièrement et on évolue en même temps que le public et que notre public, puisqu'ils sont très novateurs. Ils trouvent toujours de nouvelles solutions. On le fait tout le temps. En fait, on s'auto-audite et on se fait auditer très régulièrement. On est site test aussi d'AMI. Et toute personne qui veut, enfin j'exagère, hein, pas toute personne, mais on ouvre très facilement les portes à des tests chez nous, justement. On l'a fait avec Safe Cluster, donc, parce que je vois Philippe en face de moi. On l'a fait avec pas mal de petites boîtes de Sophia Antipolis, que j'appelle les savants fous, ceux qui ont des petites idées qui sont toujours un peu folles, et en fait, on leur permet de tester chez nous. On le fait. On le fait. Et alors, on le fait, quelle est la suite ? En fait, on le fait, on avance. À l'inverse, moi, j'ai une direction pour qui la sûreté et la sécurité est importante. On a des joueurs. On a donc à la commanderie, on a des joueurs à sécuriser. À l'Orange Vélodrome, on a aussi des joueurs à sécuriser. Donc, on est extrêmement médiatisé. Donc, quoi qu'il se passe à l'Orange Vélodrome, ça va être décuplé. Donc, tout est décuplé à chaque fois. Donc, en fait, la sûreté-sécurité est importante. Ils sont prêts à mettre des moyens jusqu'à un certain niveau, c'est-à-dire qu'après on se rebloque à la même chose que Nicolas, c'est-à-dire on n'est pas chez nous. Donc effectivement après on va
travailler avec la ville, etc., etc. Mais ça s'améliore. La sécurité du site s'améliore. En mode événementiel, clairement. On a reporté notre contrôle d'accès en périmétrie large, chose que peu de sites font. Donc, on avance, mais c'est des pas de fourmis. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois la moindre petite chose qu'on met en place, c'est beaucoup d'argent. Donc c'est des budgets qu'on défend, mais qui sont très entendus, moi, par ma direction en tout cas. Alors Nicolas Glézal, vous êtes justement à la tête d'une entreprise qui fait de l'audit. Comment vous concevez votre rôle par rapport à la direction sûreté, par exemple, du site ou de l'entreprise que vous conseillez? C'est vrai qu'avec les nombreux audits qu'on fait là depuis 20 ans, on voit les évolutions et les demandes qui évoluent de la part des dirigeants ou des directions sûreté et sécurité. Je disais tout à l'heure, je voulais juste tenir un seul propos parce que le leitmotiv, c'est quand même la problématique budgétaire. Elle est quand même relativement récurrente dans beaucoup d'entreprises. Après, comment on va traiter toutes ces questions-là? C'est des questions de méthode. Pierre Gras en a très bien parlé. La première des questions qui est trop souvent oubliée, c'est l'analyse du risque. D'accord, voilà, je veux dire, est-ce qu'on va protéger le site ou les sites contre le vol de secrets, contre des intrusions malveillantes opportunes en fonction de la situation géographique? Est-ce qu'on va protéger l'entreprise contre des attaques? La menace terroriste est réelle et il y a un certain nombre de problématiques qui sont toujours très récurrentes aujourd'hui en France sur des choses aussi bien des musées ou de choses comme ça qui sont vraiment prégnantes. Et à partir de cette analyse de risque, qui est difficile à entendre dans une organisation, hein, parce que dire est-ce que vous vous positionnez plutôt là-dessus, c'est quoi votre risque, quel est le plus important, etc., etc. C'est pas évident, c'est pas toujours évident, mais vraiment en fonction de ça, il y a des mesures qui vont en découler et qui vont aussi simplifier peut-être la prise de décision et la priorisation, parce qu'on va toujours prioriser des actions. Voilà. Et Nicolas Bonnet, vous travaillez sur un site qui a des activités assez différentes, puisqu'il accueille des salons professionnels comme aujourd'hui, où il y a quand même moins de monde que des salons grand public, mais vous en accueillez aussi, justement. Puis vous accueillez aussi des événements un peu exceptionnels, comme des meetings politiques, je crois. Comment vous travaillez? Par exemple, est-ce que vous travaillez aussi en coordination avec la sphère publique, avec les forces de l'ordre? Oui, bien entendu, c'est essentiel. Comme tout dispositif, il faut avoir une vision globale du système qu'on veut mettre en place. Et le système global inclut tous les acteurs. Si on veut mûrir une sécurité ou une sûreté qui est efficace, il faut qu'il y ait une chaîne d'intervention et qu'il y ait une continuité d'action entre les dispositifs techniques qu'on a mis en place, les agents qu'on a sur site et l'action de la force publique qui arrive a posteriori. Donc quand on arrive vraiment à avoir cet enchaînement et cette continuité d'intervention, c'est pour ça que je parlais de meilleure connaissance des interventions mutuelles de chacun. Et c'est toujours un axe de progrès qu'on doit développer. Un des projets, par exemple, sur lesquels on travaille cette année, c'est à l'instar de ce qui est fait pour la sécurité civile depuis les années 80 avec les plans étarés, les plans des établissements répertoriés, qui permettent à tout marin-pompier ou sapeur-pompier, en quelques minutes, de connaître les risques inhérents au site et de se préparer à l'intervention. Cette année, on va essayer de se faire un cheval de bataille, c'est de préparer le même type de dossier pour la sécurité publique, pour qu'on puisse travailler en amont avec les services de la DDSP ou avec des services spécialisés, et que si un jour on est confronté à une attaque, que ce soit le RAID ou la DDSP, aient déjà les premières informations en amont, connaissent le site, puissent l'étudier en amont de l'intervention, puissent organiser des exercices réguliers pour tester cette continuité, mieux connaître le site, mieux connaître les interventions que peuvent faire les agents sur le terrain, pour qu'on puisse vraiment avoir cette mixité et fusionner, entre guillemets, l'intervention par une continuité.
Et du coup, l'action des forces de l'ordre devient un élément supplémentaire de l'organisation, mais on a vraiment cette continuité qui doit être poursuivie. Pierre Grard, pour qu'une menace soit vraiment prise en compte, il faut que la direction générale de l'entreprise en ait conscience de ces risques, et elle doit être à l'écoute du directeur sécurité. Est-ce que justement vous sentez dans votre organisation, dans les contacts que vous avez avec les directeurs sécurité, que le directeur sécurité a davantage de poids aujourd'hui qu'il n'en avait, mettons, avant la crise Covid, pour schématiser? Et est-ce qu'il est davantage considéré auprès de la direction générale? À n'en pas douter, oui. Alors je ne vais pas faire le vieux, puisque vous avez tous compris que j'étais le plus vieux de la table ronde. Je suis dans la sécurité depuis 1984. Donc j'ai vu toute cette évolution de l'ensemble du monde de la sûreté-sécurité en entreprise, et j'ai surtout vu l'évolution du responsable dans un premier temps, du chef de service, puis du directeur, vers aujourd'hui une responsabilité réelle d'un directeur sûreté-sécurité au sein des entreprises. Cette évolution, elle est venue avec le temps, elle est venue avec l'évolution des risques au sein des entreprises, la prise de responsabilité des chefs d'entreprise sur ces notions-là, pour aujourd'hui être vraiment un élément incontournable de la prise de connaissances et de compétences. Le seul point qu'il reste à franchir, c'est que le directeur sûreté-sécurité doit faire partie du COMEX. Ça n'est pas aujourd'hui encore partout le cas, et sincèrement, au sein de YES, nous le regrettons bien évidemment, parce qu'au sein du COMEX, on a aussi cette approche du futur. Or, le directeur sûreté-sécurité, lorsqu'il a des investissements à faire en matière d'évolution de sa sûreté-sécurité de site, il doit prendre en connaissance le futur que l'entreprise veut instaurer, et donc l'évolution des risques que ça génère. Il est évident qu'à partir du moment où il n'est pas impliqué à la plus haut niveau de la sphère de l'entreprise, il y a des lacunes dans la réflexion. Alors ça, c'est une des versions. L'autre version, c'est que, et ça a été mon cas lorsque j'ai occupé des fonctions au sein d'une entreprise, je ne faisais pas partie du COMEX, mais j'étais en liaison directe avec le directeur général, puisque je faisais partie d'une branche d'entreprise, directeur général de l'entreprise, qui me recevait à titre privé pour m'expliquer la stratégie qui allait être développée dans le futur, et donc quelles étaient les méthodologies à envisager. Donc en fait, il y a plein d'évolutions possibles, mais à aujourd'hui, et pour revenir à mon propos liminaire tout à l'heure sur la notion de richesse, il nous paraît important au sein de YES que effectivement le directeur sûreté-sécurité devient un rouage essentiel de l'entreprise. C'est un des hommes clés. On en a beaucoup parlé dans le passé de l'homme clé. Le directeur informatique était l'homme clé de l'entreprise. Aujourd'hui, oui, mais il n'est pas tout seul. Et cette notion, puisqu'on a aussi abordé, et je terminerai là-dessus, on a un peu abordé la notion de cyber. Hier, lors de la table ronde, j'ai rappelé que la cybersécurité en entreprise ne peut être réelle qu'à partir du moment où la sécurité physique de l'entreprise est réalisée. On ne peut pas demander à des collaborateurs d'avoir une réflexion cyber, rentrer un mot de passe très compliqué, alors que tout le monde peut rentrer dans l'entreprise comme il veut. C'est incohérent en termes de logique. Et en fait, c'est une chaîne générale, la sûreté-sécurité, pour arriver, et je reviens sur un terme que j'ai employé tout à l'heure, sur cette notion de sérénité au sein de l'entreprise, qui permet, parce que je suis rentré contrôlé, parce que je suis en sécurité dans l'entreprise, je vais avoir une action sur mon ordinateur qui va être une action de protection de l'entreprise, de ma protection aussi. Donc il y a une logique dans tout cela. C'est
ça ne peut pas être pris comme un traitement local de chacun des éléments. La sûreté-sécurité d'entreprise, aujourd'hui, est devenue une notion beaucoup plus globale sur l'ensemble des problématiques. Alors, Alexandre Fous, vous n'êtes pas dans la sécurité depuis 1984, mais quand même depuis quelques années. Et quel est votre regard, justement, aujourd'hui sur les directeurs sécurité, leur rôle, sur l'écoute qu'ils peuvent avoir auprès des directions, de leur direction? Je trouve que c'est l'une des fonctions les plus complexes, hein, puisqu'on leur demande à la fois d'être psychologue, d'avoir une capacité à anticiper. On leur demande également de comprendre la logique budgétaire, de réfléchir en jeu d'entreprise, de réfléchir sur du risque opérationnel. C'est une fonction très complexe, voilà, qui est finalement assez vieille, mais assez neuve on va dire, dans le monde de l'entreprise. Je crois que on revient sur l'un des sujets, c'est la logique budgétaire. Autant la notion d'essentialité de ces fonctions n'est plus à établir, autant dans mes activités, quand je me confronte à leur réalité budgétaire, disons que les enveloppes budgétaires qu'ils peuvent avoir restent encore sous-dimensionnées par rapport finalement à l'essentialité qu'on leur donne. Donc ça, c'est un premier point. Donc j'ai tendance à croire qu'à chaque fois, ils font des miracles avec peu. Et ça par contre, ça peut plus durer. Et dans ce cas de figure, c'est là où, toujours sur le premier point qu'on a pu évoquer tout à l'heure, dans cette logique, encore une fois, de contrer cette problématique budgétaire, c'est d'être le plus innovant possible, et notamment en restant au plus proche du terrain. Et cette proximité terrain, l'avantage, c'est qu'elle parle à tout le monde, elle, pour le coup, est tangible. Donc, que ce soit dans le risque opérationnel, hein, dans l'évolution aussi des scénarios. Vous parliez tout à l'heure finalement de la créativité des attaquants. Un attaquant, c'est sinueux, c'est tordu, et ça a du panache. Donc, face à cette situation, tout ce qu'on met en place, on a tendance à avoir une vision finalement assez de défense. Et l'utilisation aujourd'hui d'un certain nombre de ces nouvelles technologies nous permet de contrer efficacement à travers la capacité de dissuasion, celle d'être en capacité, notamment avec la traçabilité haute sur un certain nombre de systèmes comme du contrôle d'accès haute, de pouvoir dire à quelqu'un vous ferez votre connerie, par contre on vous attrapera, ce qui n'était pas le cas avant. Donc ça, c'est un changement de paradigme quand même. La certitude qu'à l'issue qu'on vous attrape avant, pendant ou après, vous êtes quasiment à une chance sur une, ça dissuade quand même beaucoup. La question qui reste après, c'est comment on lutte sur le spectre d'attaquants haut. Donc dans les attaques de haute intensité, qu'elles soient sur des aspects plutôt terroristes, que ce soit sur des aspects, on va dire, spectre étatique ou criminel, on renvoie là à ce qui est le plus complexe, à savoir traiter la menace par la menace la plus haute. Et là, dans ces cas-là, il n'y a pas 50 options. On revient toujours à cette problématique de silotage des exploitations de sites. Un attaquant, c'est fainéant et ça passe par l'endroit où c'est le plus simple. Hein, ça ne va pas s'inventer des scénarios plus complexes. Dans une partie de mes activités d'audit, comme vous le dites, c'est ce qu'on faisait. On s'amusait dans des logiques de pénétration à préparer un certain nombre de clés et c'était 50 clés USB dans le sac. Hein. Et puis c'était quasiment à les lancer comme ça, les balancer sur des bureaux et on est sûr que de toute façon ça allait attraper. Voilà. Donc dans cette problématique-là, c'est que quand vous avez un audit aujourd'hui, les audits sont... Et ça c'est quelque chose qui n'est pas fait en sûreté, mais on voit une tendance qui n'est pas du tout bonne, c'est que l'audit devient un objectif. Sachant qu'avant, c'était plutôt un moyen. Et ça est en train de devenir un objectif, et un objectif de compliance. J'ai donc fait ma conformité, j'avais à faire, j'ai fait. Mais le risque opérationnel dans tout ça, c'est pas ce que vous m'avez demandé de faire. Vous m'avez demandé de faire un audit. On se rend compte qu'actuellement, il y a un travail là-dessus, qu'on demande de mettre de la standardisation, des méthodes. Le seul problème de cette standardisation, c'est que pour le coup, en face, le standard, ça n'existe pas. Encore une fois, on rentre là où il y a des carences. Et les carences aujourd'hui existent parce que les audits sont souvent silotés sur un petit segment. Et dès qu'on essaye de structurer du vrai scénario de risque opérationnel, on se confronte à des limites où, par exemple, la direction de l'RSSI, ne connaissant pas forcément on va dire, ou la manière dont finalement le SI sûreté peut être posé, à savoir sur du corps activité, on va vous empêcher d'aller faire, de requêter, par exemple, un certain nombre de systèmes. Vous n'allez pas pouvoir aller jusqu'au bout. Et donc c'est cette difficulté aujourd'hui, et dans cette manière de travailler des directeurs sûreté, j'ai tendance à croire que leur transversalité est leur meilleure arme,
Et c'est une des fonctions qui nativement est transversale. Donc elle doit aller encore plus fort dans cette approche. Voilà, c'est ma conviction. Merci, Michael Vanchglas. Quelles seraient vos recommandations justement pour renforcer la sécurité d'un site, aussi bien sur le plan physique que digital? Ça marche? Oui. Avant de faire mes recommandations, déjà, je ne peux qu'abonder dans le sens de mes collègues. Quand on parle de... il y a du positif, il y a vraiment du positif. On va vers le mieux, clairement, notamment que ce soit par rapport au DSI, au RSSI, il y a une sensibilisation qui a été faite. On les sent beaucoup plus sensibilisés. Pierre Gard l'a dit, hein, ils sont beaucoup plus... ils sont montés en compétences, clairement, notamment grâce, alors, entre autres, à l'ANSSI, hein, la France a la chance d'avoir une agence de sécurité nationale parmi les plus exigeantes d'Europe. Ils ont fait un vrai travail, hein, justement sur la sensibilisation des entreprises, notamment à travers les DSI et les RSSI. Au niveau de l'Europe, c'est la même chose, hein. On a eu la publication en décembre dernier, donc très récent, de la NIS 2. On en a parlé, hein, je pense, hier, hein, par rapport à la thématique cybersécurité. Cette directive, elle dit quoi? Elle dit plein de choses, hein, mais elle dit entre autres que la sécurité physique ne peut être dissociée du cyber. Avant, la directive NIS, hein, c'était que la cyber. Ils ont intégré la partie physique. Donc voilà, ça va vraiment, vraiment vers le mieux pour le coup. Et on est complètement en phase avec l'Alliance PAC. Hein. Notre postulat, c'est de dire de toute façon, la sécurité cyber ne peut aller de pair, ne peut aller sans la sécurité physique. Les deux notions sont indissociables. Voilà, comme l'a dit Alexandre. Si j'ai un lecteur de contrôle d'accès, j'ai une porte blindée, forcément je vais passer par la fenêtre qui a un simple vitrage. Je vais aller donc voilà, il faut une homogénéité dans la sécurité. Et du coup, ça me fait une transition toute faite oui. Par rapport aux recommandations. Recommandations, c'est alors déjà homogénéité entre sécurité physique et sécurité cyber. On peut pas je peux avoir le meilleur contrôle d'accès du monde, enfin, je peux avoir le meilleur système d'information, la meilleure protection du système d'information. Si la porte elle reste ouverte, ça ne sert à rien. L'inverse vaut également. Il faut vraiment que ce soit homogène. Mais il faut aussi que ce soit homogène au niveau de l'écosystème matériel de la sécurité physique. C'est-à-dire que, allez, je reprends l'exemple du contrôle d'accès. J'ai un contrôle d'accès très haute sécurité. Si ma caméra à côté elle est sur un réseau IP non sécurisé, ça ne sert à rien. Donc il faut absolument une homogénéisation de l'écosystème de sécurité matérielle. Et bien évidemment, les plus hauts niveaux de sécurité, ça va de soi. Merci Nicolas Glézal. Donc vous faites la partie audit. Est-ce que vous accompagnez aussi vos clients dans le choix des prestataires? Parce qu'il ne faut pas se tromper de prestataire aussi. Quand on a choisi une configuration de sécurité, il faut trouver l'entité qui est capable de le réaliser. Alors effectivement, on fait des audits et puis après, il faut mettre en œuvre. Donc on va faire de la maîtrise d'œuvre, de l'accompagnement pour déployer des systèmes de sûreté, pour mettre en place des organisations humaines, donc des prestataires de sécurité humaine. Et effectivement, ces choix sont extrêmement importants. Et moi, je voudrais dire, c'est des questions de méthodologie, c'est des questions de failles, tout ce dont on parle là depuis tout à l'heure. La sécurisation d'un site, effectivement, c'est un ensemble, c'est des moyens humains qu'on oublie souvent, d'accord? Parce que après, le site, il va être géré la nuit, le week-end, quand les gens ne sont pas au bureau par des agents de sécurité. Donc le choix de l'entreprise, le choix des hommes, les procédures à mettre en place sont extrêmement importantes, d'accord, par rapport à ces moyens humains. Et puis il faut parfois on a vu des systèmes extrêmement complexes et qui vont être exploités par des agents de sécurité. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas que ce soit des choses trop compliquées à gérer. Ça c'est voilà, donc de faire des usines à gaz qui vont être exploitées par des agents de sécurité
qui sont, je veux dire, ils n'ont pas fait Polytechnique, ils n'ont pas fait de longues études, et ils sont là pour répondre à des questions simples et avoir des systèmes d'alarme, c'est important. Et puis le deuxième point sur les prestataires et sur la mise en œuvre de ces dispositifs-là, les installateurs, les mainteneurs, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, le RGPD, hein, je pense que c'est vraiment un axe fort de conviction pour atteindre des objectifs. Le RGPD, qui est entré en vigueur le 25 mai 2018 sur tous les territoires concernés, il impose de responsabiliser les prestataires. D'accord ? Et ça, on l'oublie, et ça, nous, on le met dans les cahiers des charges. Je veux dire, le mainteneur, le technicien qui va mettre en place des codes d'alarme, le mainteneur qui va venir les vérifier, qui a tout ça, etc., etc., il doit être responsabilisé. Il a sa part de responsabilité dans la sécurité des informations qu'il détient, hein, qui sont extrêmement importantes. Et je pense que ça, il ne faut pas l'oublier quand on met en œuvre tout ça. Voilà. Alors, Florence Hasbrook, je vous vois opiner du chef à ce que dit Nicolas Glézal. Vous, comment vous choisissez un prestataire? Comment vous assurez que, justement, il continue sur ce qui a été décidé en amont lors du contrat? Alors, on a plusieurs types de prestataires. On a un prestataire qui est sur tous nos sites et qui gère nos sites au jour le jour, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Et après, on a les prestataires qui interviennent uniquement en mode événementiel. Donc, en mode événementiel, nous, on a 860 agents. Donc, vous doutez bien que je n'ai pas qu'une seule société de sécurité. Donc, on fait des consultations régulièrement. On les aide beaucoup, on les briefe beaucoup, on les contrôle beaucoup. On les surcontrôle d'ailleurs par rapport aux autres, mais on n'a pas trop le choix. On a beaucoup de process écrits qu'on modifie de manière très régulière en fait. Hein. On change notre approche, on essaye de s'améliorer. Mais c'est, nous, le choix de nos sociétés de sécurité, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet, mais pas tant en mode 24-24, c'est plus facile. C'est vraiment en mode événementiel où c'est compliqué. Ouais. Il faut qu'ils arrivent à fournir un gros volume. Et moi, je continue à maintenir que le seul moyen, c'est de les payer, en fait. Donc, c'était mon cheval de bataille à l'Olympique de Marseille, chose qui a fini par être entendue. Il faut qu'on paye. Il faut qu'on paye les agents à leur juste prix. Et qu'on accepte de mettre plus d'argent dans l'homme avant de le mettre même dans la technique pour que l'homme ait envie de venir, envie de bosser et qu'il soit investi dans quelque chose. Et c'est même vrai quand j'en ai 870. Donc, là, vous parlez aussi, essentiellement de surveillance humaine, mais justement sur ce qui est achat de matériel, système de sécurité électronique, là, comment ça se passe? Moi, nous, on a un IT qui s'est fortement développé, qui a une vraie connaissance et compétences en cyber et autres, donc avec qui je travaille tout le temps. C'est son boulot, le contrôle d'accès, c'est lui qui gère. La partie caméra est chez moi, mais le contrôle d'accès, c'est lui qui gère. Et en fait, on travaille main dans la main en permanence. Et on s'est beaucoup amélioré, mais vraiment, c'est très récent. Ça a 2 ans. Avant, on était très obsolète. On avait 2 pauvres IT, entre guillemets, hein, qui faisaient tout. Donc, qui géraient l'informatique de tout le club, plus le contrôle d'accès. Donc, on était un peu léger. Et c'est vrai que là, le service s'est ultra développé, même très, très fort développé. Il a des spécialistes dans chaque domaine. Donc, on devient de meilleur en meilleur. Et je travaille avec lui tout le temps. Par contre, c'est vraiment son domaine. Bravo. Vous remarquez que je ne vous ai pas posé de questions sur la sécurité des JO parce que vous êtes concerné, mais je sais que ce n'est pas encore complètement décidé. Donc, je ne vous pose pas la question. Mais Nicolas Bonnet, je vous pose non pas la question sur les JO parce que vous êtes aussi légèrement concerné parce que ça se passe juste à côté de chez vous. Mais vous, comment vous choisissez un prestataire? Je voulais faire peut-être une petite parenthèse parce qu'on a abordé beaucoup de sujets. On a beaucoup évoqué très justement le fait qu'un assaillant allait passer par la voie d'accès la plus facile. Avant que la conférence se termine, il y a un aspect qu'on n'a pas du tout étudié, c'est l'être humain qui est au cœur du système et c'est la culture d'entreprise. On parle des prestataires,
mais il faut d'abord parler de l'employé et de la secrétaire, de l'hôtesse d'accueil qui est présente. Et ça, on ne l'a pas du tout évoqué. Et c'est la porte d'accès la plus facile. On le voit à titre personnel. Ça a défrayé un petit peu la chronique ces derniers temps sur les arnaques par SMS au compte formation, sur les vignettes critères, sur les colis Chronopost qui sont piégés. Il n'y a pas de raison. Et les mêmes techniques sont employées pour intervenir et avoir un aspect intrusif dans une société. C'est des choses, nous, on a la chance de faire partie d'un groupe avec une direction qui nous fait des formations e-learning assez régulières à l'ensemble du personnel pour développer cet esprit, pour développer cette vigilance. Mais on oublie que, comme disait Pierre, la sûreté a beaucoup évolué. Auparavant, on avait beaucoup de mal à travailler parce que les gens ne comprenaient pas que sûreté voulait dire contrainte de fonctionnement. Et on voulait de la sûreté sans s'astreindre à avoir une contrainte régulière et quotidienne. Aujourd'hui, c'est un peu rentré dans les mœurs, malheureusement, avec les actualités qui sont survenues ces dernières années. Mais c'est vraiment l'accès, et ça sera vraiment la porte d'entrée la plus simple. Je peux sécuriser mon système, je peux sécuriser mon entreprise, je peux former mes agents. Si demain j'usurpe l'identité de mon directeur, que j'appelle la standardiste et que je lui demande le mot de passe, je pourrais avoir sécurisé toute ma technologie que je veux. L'être humain derrière va me laisser la porte d'accès facilement. Alors, à ma décharge, on en a parlé à la table ronde précédente, mais vous faites bien de rappeler tout ça, parce qu'effectivement, c'est vraiment nécessaire. C'est un axe, cette culture d'entreprise, c'est Oui. quelque chose qui va encore mettre un petit peu de temps, parce que c'est exactement le cas typique quand on disait pour la clé USB, qu'on va mettre dans l'ordinateur, par la curiosité humaine, parce que cette sensibilisation doit être faite, doit être progressive, et c'est ce qui va mettre du temps encore à se diffuser dans l'esprit des personnes. Très bien. Mais écoutez, merci. Le temps est arrivé au bout là, de cette table ronde. Je vous remercie tous.